Neuroatypie. Est-ce qu'on est comme ça ou est-ce qu'on le devient? Est-ce qu'on le construit avec le temps ou est-ce que finalement la question elle est plus complexe que ça? Il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent justement sur ces différences dans leur vie. Il y a aussi beaucoup de personnes qui s'auto-diagnostiquent neuroatypiques. Donc on va essayer là, dans cette courte vidéo, juste de comprendre un petit peu l'origine du fonctionnement entre ce qui relève de la nature, de l'histoire, de l'environnement. Et on va éclairer ces différentes dimensions et comprendre en fait pourquoi la question et la réponse n'est pas toujours si tranchée. Et est-ce que tu as pu analyser et distinguer, par exemple, un fonctionnement qui peut être neuroatypique d'un conditionnement social ou d'un traumatisme? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier à du neuroatypisme, alors que, in fine, c'est une réponse justement à un traumatisme. Oui, alors effectivement, on peut en parler. Pour moi, la neuroatypie, c'est un fonctionnement de base. Donc, il y a une intensité cognitive, émotionnelle, sensorielle, une rapidité de pensée, une profondeur de perception. Donc aujourd'hui, dans la définition, on parle aussi d'ailleurs de neurodivergence. En fait, c'est une variation naturelle du fonctionnement du cerveau, donc qui est considérée différente de typique par rapport à une norme, par rapport à une population donnée. C'est pas en fait défini comme un trouble ou une pathologie, mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir ça, mais c'est en fait une autre manière de percevoir finalement, de traiter, d'interagir avec le monde. Euh, donc, comme je disais, il y a vraiment des indicateurs clés qui permettent de voir si on est concerné dans le traitement de l'information, des émotions. Il y a aussi des indicateurs dans l'attention, dans la communication, de l'apprentissage aussi vraiment. Donc il y a tout ce courant aujourd'hui de la neurodiversité, dont on apprend beaucoup de choses encore en termes de recherche scientifique. Mais dans la neuroatypie, dans les profils qu'on rencontre, donc il va y avoir tout ce qui est au potentiel intellectuel. Donc c'est débattu aussi, là encore une fois, même suivant les approches. Et après, il va y avoir tout ce qui est effectivement trouble. Le trouble du spectre autistique, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le TDA, TDAH. Tout ce qui va être dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc. Il y a des visions élargies, des fois aujourd'hui, je vois qui englobent maintenant là-dedans le trouble anxieux, le trouble bipolaire, ça dépend vraiment. Mais encore une fois, j'insiste, la neuroatypie, c'est pas forcément un trouble. C'est souvent un défi dans l'interaction avec l'environnement. Voilà, c'est pas un cerveau qui est inadapté, c'est souvent l'environnement qui est pas toujours conçu pour sa façon de voir. Voilà, ça c'est la C'est première vrai. des choses. Donc par rapport à ça, effectivement, il y a des tests aujourd'hui neuropsychologues qui peuvent faire le diagnostic du HPI, du TSA, du TDA, etc., suivant justement leur spécialité. Mais effectivement, tu as tout à fait raison, il y a une part de conditionnement social. Comme je disais, pas déranger, performer, l'air, se taire, se contenir. En fait, il y a tout ce qui va être réponse traumatique qui peut avoir figé des réponses. L'hypervigilance, la dissociation. Des fois, la peur du conflit peut être liée effectivement à des traumas. Le besoin de contrôle, l'incapacité à se sentir en sécurité en fait dans le lien. Et aujourd'hui, effectivement, ça se superpose. C'est-à-dire, il y a pour moi un mélange. Par exemple, pour revenir à ma spécialité sur l'hypersensibilité, comment je la vois aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'il y a un mélange entre l'acquis et de l'inné et de l'acquis. C'est-à-dire, en fait, je pense qu'il y a des données de naissance. On sait aujourd'hui, il y a des études des chercheurs américains qui ont montré que effectivement, il peut y avoir des transmissions génétiques. Des fois, ça saute une génération, mais ils sont en train, voilà, de regarder s'il n'y a pas des gènes justement impliqués dans cette particularité-là. Donc voilà, il peut y avoir des données de naissance, mais tout ce qui va être histoire de vie, justement, les événements, les blessures, les traumas, etc., vont potentialiser finalement ce bagage et ces données de naissance. Donc en fait, il y a un mélange souvent des deux. Et c'est pour ça qu'il y a des écoles qui vont dire non, non, mais c'est vraiment lié au fonctionnement uniquement de naissance. D'autres, c'est que l'histoire de vie. Moi, je pense qu'il y a vraiment en fait un mélange des deux.